Bonjour à toi, cher zappeur, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. À l'approche de la nouvelle année, j'ai décidé de revenir sur les séries qui m'ont marqué en 2023, que ce soit positivement ou négativement. Donc, je te propose de rentrer dans un top flop série 2022, et si ça t'intéresse, ne zappe pas. En 2022, il y a eu beaucoup de nouveautés, il y a eu aussi beaucoup de rattrapage de mon côté au niveau des séries. Donc je vais te proposer un top flop. On va partir de la série numéro 24 qui m'a le plus déçu, on va dire, enfin celle sur laquelle j'ai le moins accroché, jusqu'à la série qui est selon moi la meilleure série de saison de l'année 2022. En sachant que ne seront pas pris en compte House of Dragons, La Roue du Temps et oh bah décidément, il va falloir être indulgent avec moi parce que depuis tout à l'heure, j'en suis à ma troisième prise. Je cherche à chaque fois les noms, les prénoms, c'est une catastrophe. Et donc, Le Seigneur des Anneaux, voilà. Donc parce que je ne les ai pas visualisés, c'est une année quand même assez riche pour moi d'un point de vue personnel, formation, diplôme, CDI, etc. Donc ça m'a demandé pas mal de temps, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, donc j'ai pas pu voir toutes les séries que j'avais envie de voir. Par exemple, je suis en cours sur Willow, donc j'ai pas encore fini de la visionner. Il y a d'autres séries que j'ai pas encore commencé. Et puis après, c'est pareil, au niveau des numéros, normalement, il devait y avoir facilement 6 numéros de plus de Zap qui étaient prévus et que j'ai pas eu le temps de faire. Donc voilà, mais ce n'est que partie remise, ça arrivera en 2023. Donc, rejoignons le numéro 24. Donc dans les flops pour moi de ce numéro 24, il va s'agir d'un rattrapage et il s'agira de la série The Magicians. Alors The Magicians, je pense qu'il y avait un beau potentiel dans la série, seulement pour moi, c'est l'écriture qui pêche totalement. Les intrigues sont farfelues, on ne sait pas où ça veut aller, on ne sait pas. Ça part dans tous les sens, on a l'impression que les scénaristes ont fumé de l'herbe avant d'écrire, ou alors ont tiré au sort des idées dans un chapeau, ou alors vous savez là le jeu où chacun met un mot, puis on plie, puis à la fin ça fait une phrase tordue, on a l'impression que c'est ça, de magicien. Donc enfin en tout cas moi c'est l'impression que j'ai, et j'ai pas du tout réussi à rentrer dans ce show, et c'est pour moi un des pires shows que j'ai pu voir en termes de série de toute ma vie. Donc voilà, The Magician, largement sans regret, en 24e place. En 23e place, il s'agit d'une nouveauté, donc c'est la troisième adaptation, parce qu'il y a eu la version britannique, la version américaine, et là du coup on a le droit à un reboot, il s'agit de la série Queer as Folk. Alors pour moi, Queer as Folk, le problème c'est que je n'ai pas réussi à accrocher avec les personnages. J'ai trouvé qu'au niveau du scénario, c'était vraiment fait au chausse-pied. Enfin, c'était vraiment, hop, vas-y, on y va, on fait de l'inclusion, mais c'était vraiment pas bien fait subtilement. Et j'ai pas du tout réussi à adhérer. Et je pense qu'aussi le problème de cette série, c'est d'avoir le nom de Queer as Folk. Je trouve que Queer as Folk, c'est quand même une licence qui est très forte, qui a marqué toute une génération avec des personnages qui étaient quand même aussi très marqués, qui étaient très présents. Et du coup, ben moi, je suis désolé, mais rien que le couple de lesbiennes, quand je le voyais, je pensais à Mélanie et Lindsay, mais pas en positif. Ouais. Je me disais, elles sont vachement en dessous de Mélanie et Lindsay. J'arrive pas à m'attacher à elles. Et du coup, ça m'a bloqué pendant tout le visionnage du premier, du deuxième épisode. J'ai pas réussi à rentrer dedans et j'ai arrêté à l'issue du deuxième épisode. Donc pour moi, Queer as Folk, c'est vraiment un échec. Et je pense que, à mon avis, ça a dû être le même constat pour beaucoup de monde, puisque la série a été annulée à l'issue de sa saison 1. En 22e position, nous avons affaire à une nouveauté Netflix. Il s'agissait d'une très grosse attente pour moi parce que c'était la série de mon réalisateur préféré, Guillermo del Toro, et son cabinet des curiosités. Et là, en fait, la curiosité s'est vite transformée en ennui profond. Le premier épisode m'a plutôt plu, même si je l'ai trouvé très inabouti au niveau de sa conclusion. Et le deuxième épisode est peut-être celui que j'ai préféré avec les rats, même si je trouvais que ça manquait peut-être un petit peu d'éclaircissement sur certains aspects de l'histoire. Après le reste, ça n'a été que ennui, les histoires sont enchaînées, je ne m'en souviens même plus. Il y a un épisode, l'épisode avec le tableau, je m'y suis repris à 4 fois pour le regarder, j'ai jamais... je crois que même la 4e fois, je me suis encore endormi devant, j'ai trouvé que c'était très lent, qu'il n'y avait pas réellement d'ambiance de créer, j'ai trouvé que les histoires n'étaient pas passionnantes. Enfin vraiment, ça fut une grosse déception. Donc le cabinet des curiosités, pour moi, mérite largement sa 22e place dans ce flop 2022 des séries.
En 21e position, nous allons retrouver American Horror Stories saison 2. Donc il s'agit là aussi d'une nouveauté, mais cette fois du côté de Disney+. Donc pour moi, voilà, c'est un flop, pas spécialement d'attente parce que la saison 1 d'American Horror Stories était quand même assez décevante et la saison 2 en fait n'échappe pas à la malédiction. C'est toujours pareil, les épisodes ont du mal à se tenir, c'est pourtant une histoire, un épisode, donc c'est quand même pas compliqué je pense d'emmener une histoire d'un point A à un point Z. Et pourtant, ça prend des fois, ça passe par des rebondissements complètement ahurissants. Et du coup, cette saison 2, très clairement, il n'y a aucun épisode réellement qui m'a marqué. Hormis peut-être celui avec une jeune femme qui commande une caméra et il y a un mec qui vient taper à sa porte. Et encore, c'est tout ce dont je me souviens, c'est assez flou pour moi. Donc voilà, rien de très mémorable et c'est une saison pour moi à zapper. Donc 21e place pour American Horror Stories. En 20e place, je vais pas me faire des amis, mais nous allons évoquer une nouveauté Netflix, la nouveauté mercredi. Alors moi, j'adore La Famille Addams de Barry Sonnenfeld. Je trouve que c'est un univers riche, un univers noir, un univers grinçant et voilà, c'est vraiment quelque chose qui t'embarque, qui te prend et dans lequel tu rigoles. Et du coup, quand j'ai su qu'il y allait avoir une série qui allait être adaptée par comment il s'appelle, Tim Burton sur le personnage de Mercredi, j'étais vraiment très hypé, je me suis dit ça va être génial et en fait pas du tout. Je trouve qu'on se retrouve face à un scénario qui est vraiment très classique, c'est quelque chose, un scénario lambda. Au niveau de la mise en scène, je trouve que Tim Burton se repose beaucoup sur ses lauriers, il ne propose pas quelque chose de très neuf. Enfin, on était en droit par exemple de s'attendre à une ambiance vraiment travaillée comme ce qu'on pouvait trouver sur Batman le Défi ou sur Sweeney Todd même, enfin quelque chose de marqué. Et là en fait je trouve que les décors en soi sont assez basiques, qu'il n'y a rien qui se démarque du lot. Et pour moi la seule chose de valable dans la série Mercredi c'est vraiment Jenna Ortega, car elle porte la série vraiment sur ses épaules, elle est époustouflante, elle arrive quasiment à éclipser Christina Ricci. Donc vraiment, il n'y a que ça à retirer de la série Mercredi. Moi, je comprends pas qu'on parle de Mercredi, qu'on fasse tant d'éloges que ça, alors que c'est une série basique. Je me demande très clairement ce qu'il en restera dans quelques années. Voilà, puis même rattaché par rapport à La Famille Addams, je trouve qu'il y a des grosses erreurs de casting au niveau du père et de la mère. Donc le fétide, c'est pareil, il n'est pas non plus terrible. Enfin, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent avec Mercredi. En 19e position, nous allons retrouver un rattrapage Netflix, rattrapage Ryan Murphy dont j'avais déjà parlé ici. Donc il s'agit de la série Ratched. Donc Ratched, c'est une série qui se veut faire le préquel avec Vol au-dessus de la nuit de coucou, le film avec Jack Nicholson. Donc moi j'étais très impatient de découvrir cette série. Les premiers épisodes m'ont plutôt accroché, l'esthétique est soignée, les personnages, voilà, Sarah Paulson, c'est une excellente actrice, c'est la muse de Ryan Murphy. Et vraiment, elle excelle, enfin moi j'adore cette actrice. Après pour moi le problème, ça va être plus un problème d'histoire, comme c'est souvent le cas avec Murphy. Voilà, pour moi l'histoire ne se tient pas jusqu'au bout, et puis c'est surtout rocambolesque, il y a tout le temps des rebondissements toujours plus fous, toujours plus farfelus qui se superposent, et à la fin, en termes de crédibilité, c'est juste pas possible, quoi. Donc du coup pour moi Ratched figure en 19e place, et c'est pas une série que je continuerai à visionner par la suite. En 18e place, il y avait une grosse attente pour moi. Il s'agissait de Sandman. Pourquoi Sandman était une grosse attente? Je n'ai pas lu les comics, mais par contre, j'ai adoré la saison 1 d'American Gods. J'adorais l'univers qu'il y avait dans cette série qui a été développé. L'esthétique, c'était absolument magnifique. C'est le réalisateur de celui qui avait fait l'excellente série Hannibal aussi. Donc du coup, pour moi, j'avais énormément d'attentes pour Sandman. Et en fait, ce fut une grosse déception. Il faut dire que Le Marchand de Sable est passé, puisque je me suis souvent endormi devant et beaucoup ennuyé aussi. Je trouve qu'en fait, ça manque de charisme, ça manque de punch, ça manque d'enjeu, ça manque de danger, quoi. Enfin, rien que si on reprend par exemple la confrontation de Sandman avec, je me souviens plus son nom, celle qui jouait Brienne de Tarth dans Game of Thrones, la blonde là dans le royaume de l'enfer. Quand on voit la confrontation, elle est juste, désolé mais à chier, on va pas dire ça, mais il se passe rien, il n'y a pas d'enjeu, c'est vraiment basique, on s'ennuie, et je trouve que la série en fait ne va jamais décoller, et ne va jamais rien proposer de réellement très intéressant.
Donc du coup, Sandman, pour moi, c'est une déception. Et je pense que je vais plutôt me retourner vers les comics qu'on m'a conseillé. On m'a dit de les lire. Je pense que je vais les lire et je vais pas continuer la série parce que pour moi, la série était vraiment pas bonne. Et le personnage principal était froid, quoi. Il n'y a rien qui se dégage dedans, en fait. En 17e place, nous allons parler d'un rattrapage. Il s'agit de His Dark Material, donc qui est l'adaptation de roman La boussole d'or à la croisée des mondes, un truc comme ça. Donc là, c'est un rattrapage de la saison 1 et 2, puisque la saison 3 est en cours de diffusion aux États-Unis. La saison 3 d'ailleurs, qui sera la saison finale. Moi, j'ai pas spécialement accroché avec cet univers. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est juste qu'en fait, je trouve que ça manquait de magie. En fait, quand je regardais cette série, j'avais l'attente de tomber dans un monde de fantaisie, de magie, un monde travaillé au niveau des décors, etc. Et en fait, j'ai pas du tout retrouvé ça dedans. Je me suis assez ennuyé. J'ai pas vu La Boussole d'or avec Nicole Kidman. Mais de ce qu'on m'a dit, il semblerait que la série reste, enfin que c'est assez fidèle a priori. Donc après seulement au niveau des décors, a priori La Boussole d'or, le film avec Nicole Kidman était quand même plus abouti, était quand même plus joli à voir visuellement. Et là, je trouve que sur les Dark Material, voilà, c'est pas très très captivant. Donc je vais finir, je regarderai la saison 3 parce que j'ai quand même fait les 3 quarts du chemin, et puis ce sera la saison finale. Mais voilà, j'attends rien de particulier de cette série, elle m'a laissé ni chaud ni froid, quoi. Voilà, ça m'a pas provoqué grand chose. En 16e place, nous allons parler d'une nouveauté, une nouveauté Netflix, donc pareil, c'est une nouveauté Ryan Murphy, on va parler de la série The Watcher. The Watcher, en fait, pour moi, m'a laissé en cours de route. En fait, j'ai adoré les premiers épisodes, et puis au fur et à mesure, en fait, j'ai trouvé que, pareil, l'intrigue se tenait pas. En faisant des recherches, en fait, j'ai lu que c'était pas seulement l'adaptation d'un fait réel, mais de 2 faits réels. Donc je pense qu'en fait, Ryan Murphy avait pas assez de matière en fait pour créer une série qui se tenait de A à Z avec un seul fait réel. Donc il a rajouté une deuxième histoire par-dessus. Et au final, je trouve que ça s'embrique plutôt mal, que c'est pas très convaincant. Et quand je sais maintenant qu'on sait qu'il va y avoir une deuxième saison, je me demande bien ce qu'il va pouvoir raconter, parce que je trouve que cette première saison a beaucoup de mal à se tenir déjà sur ses jambes rien qu'à elle seule. Donc voilà, pour moi c'est une grosse déception. Pourtant je sais que Ryan Murphy est très très doué pour proposer des adaptations de faits réels, il fait toujours des très gros travaux de restitution, il y a souvent une belle mise en scène, il y a souvent, c'est souvent très travaillé, mais là franchement The Watcher fut vraiment la déception pour moi du côté de Ryan Murphy cette année. En 15e position, nous allons évoquer une nouveauté Amazon Prime. On va parler de Yellow Jacket. Alors Yellow Jacket, c'est pour ça parce que le flop en fait va se terminer à la 14e position. Donc là on arrive à la fin du flop, on arrive dans le haut du panier des flops selon moi. Yellow Jacket, je m'en souviens pas trop. Je pense que c'est une série que j'ai revisionnée. Parce que le pitch, je trouve ça intéressant, des jeunes femmes qui se retrouvent écrasées sur une île et qui doivent survivre. On sait qu'on les retrouve plusieurs mois après et que pour survivre, elles ont dû faire des choses atroces. On part avec ce pitch-là au départ. On va découvrir donc du coup tout ce qu'elles ont pu faire durant ce laps de temps. Et voilà, je trouve que c'est intéressant. Le casting était plutôt bon. Christina Ricci est absolument excellente dedans. Vraiment, c'est l'année de Christina Ricci aussi parce que je trouve que dans Mercredi, elle est pas mal aussi. Même si je trouve qu'elle est un petit peu sous-exploitée. Et qu'elle était mieux dans La famille Adams de Barry Sonnenfeld. Mais là, dans Yellow Jacket, elle est vraiment excellente dans ce personnage très fou, en fait, très bizarre. Et donc, je vais re-regarder Yellow Jacket. C'est une série, en fait, où quand je l'ai visualisée, ce qui m'a gêné, en fait, c'était les allers-retours entre le présent et le passé. Je trouvais que l'intrigue était assez laborieuse à se mettre en place et assez chiante à suivre. Donc peut-être qu'un deuxième visionnage pourra m'aider à l'apprécier, d'autant qu'il y a la saison 2 qui va arriver. Donc ça peut être l'occasion, je vais continuer cette série parce que peut-être qu'elle vaut le coup. Et je jugerai après, je pense, à l'issue de la saison 2, voir si réellement c'est une série qui m'ennuie ou si c'est une série qui vaut le coup d'être continuée. Et en 14e position, on va y arriver, j'ai du mal. En 14e position de ce flop, donc là, pour clôturer la fin du flop, on va s'arrêter avec une nouveauté Netflix qui est sortie cette année. Il s'agit de la saison 4 de Stranger Things, dont j'ai déjà parlé ici. Il y a 2 vidéos sur la première partie et sur la deuxième partie. Stranger Things, pour moi, je pense que pour résumer, à trop vouloir expliquer les origines, enfin pas les origines du monde à l'envers, mais en fait l'arrivée de Vecna, etc. Comment en fait
les passages se sont faits avec la ville d'Hawkins, etc. Je trouve que ça enlève du mystère à cette série et je pense qu'elle n'avait pas besoin de ça. En fait, la série se tenait très très bien. On n'avait pas besoin de savoir forcément d'où venaient ces créatures, d'avoir une backstory en fait à tout ça. Et je pense que ça a été l'erreur principale. Moi, j'ai pas spécialement non plus accroché avec Vecna, que je trouve qu'il y a un antagoniste qui est pas spécialement puissant. Il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai trouvé que cette série était très très longue au niveau de l'écriture. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, je pense que les scénaristes ont fait le choix maintenant de faire une saison 5 avec des épisodes plus classiques. A priori, on va revenir sur des épisodes de 40-50 minutes. Tout simplement parce que je pense que là, ils ont essayé de se taper des épisodes d'1h10, 1h20. Ils n'avaient pas grand chose à raconter et du coup, ça donnait des longueurs. Et moi, devant cette saison 4 de Stranger Things, je me suis très souvent ennuyé et j'ai pas vraiment apprécié. Donc voilà, c'est pas non plus mauvais, mais voilà, c'est pas pour moi une des grandes réussites de cette année en termes de série. Venons-en maintenant au top. Donc attention, hein, on est dans le bas des tops, hein, ça reste des tops faibles, mais ça reste quand même des surprises. J'ai été surpris parce que je m'attendais à pire que ça. Et la 13e position en fait est détenue par la saison 1 de Chucky. Alors oui, c'est pas non plus la série du siècle, hein, il ne faut pas se voiler la face, mais je trouve que l'avantage de cette série en fait, c'est qu'elle est bien meilleure que les derniers films de Chucky que Don Mancini avait pu faire. Et qu'en plus de ça, la série fait vraiment des liens avec ce qu'on a pu découvrir déjà, ce qui a déjà été mis en place dans les films de Chucky, dans la saga de Chucky. Et du coup, je trouve que ça apporte une richesse un petit peu à l'univers. Les effets spéciaux sont plutôt bien faits par rapport au budget, je pense qu'il a, je trouve que c'est honorable. Après, oui, bon, les personnages sont caricaturaux, les adolescents sont un petit peu détestables. J'ai un peu de mal à m'identifier avec certains des personnages, mais ça reste quand même une série agréable à suivre un dimanche après-midi sous un plaid avec un chocolat chaud. Quand on aime l'univers de Chucky, je trouve pas que cette série a à rougir de son état. Peut-être qu'après, il aurait peut-être fallu un petit peu moins d'épisodes, ou peut-être faire des épisodes un petit peu plus courts, parce que je trouve qu'il y a des longueurs. Mais ça reste quand même une série qui était sympa à suivre et je regarderai la saison 2 pour voir si ça vaut toujours le coup. Donc je te conseille Chucky de Don Mancini. En plus, c'est le même réalisateur qui a... Enfin, on a la chance de ne pas avoir un réalisateur différent. Là, c'est celui qui a vraiment créé la saga Chucky qui continue. Donc, il s'approprie son histoire. Après, est-ce qu'il sait où il veut aller? J'ai des doutes. C'est pour ça qu'elle n'est pas plus haut dans mon top. Parce qu'il ne faut pas non plus aller la face. C'est pas une excellente série. Mais en tout cas, je pense qu'il faut lui laisser sa chance. Donc, moi, je suis partant pour une saison 2 de Chucky. En 12e position, on va arriver sur une nouveauté Netflix, il s'agira de Lost Holly. Alors Lost Holly, il s'agit en fait de l'histoire d'un petit garçon qui va perdre son doudou et son doudou va tout faire pour essayer de retrouver son maître. Et c'est absolument... il y a un côté magique. Voilà, alors pourquoi elle est en 12e position? Parce que voilà, il n'y a rien non plus d'extraordinaire. Mais j'aime beaucoup, parce qu'en fait c'est l'adaptation d'un roman de William Joyce qui a fait Les 5 légendes, film d'animation dont j'ai déjà parlé jusqu'ici. C'est un film d'animation que j'adore, qui est absolument féerique, c'est extraordinaire. Et du coup, Lost Holly, j'étais très impatient de le voir parce que j'avais envie de retrouver un petit peu cette magie. Donc j'ai le cul entre deux chaises parce que j'ai pas eu complètement tout ce que j'attendais de cette série. Donc c'est sympa, ça se suit sans difficulté. C'est très touchant, la relation, toute l'histoire de ce petit garçon est absolument touchante. Mais après, je trouve qu'il manquait un petit truc pour que cette série soit plus haut dans mon classement. Je pense que ça manquait de magie, mais en tout cas, si tu veux passer un bon moment avec tes enfants, tu peux regarder ce conte en 5-6 épisodes. C'est pas très très long et c'est vraiment sympa à suivre. En 11e place, nous allons parler de American Horror Story saison 10, qui est une nouveauté, alors pas si nouvelle que ça, mais en tout cas elle a été publiée pour la première fois de manière... parce qu'il n'y a plus de sortie DVD en fait, elle a été publiée sur Disney+, et moi je trouve que cette saison 10 d'American Horror Story est vraiment sympa, parce que quand on voit la saison 9, moi j'ai détesté la saison 9, c'est pour moi la pire saison d'American Horror Story, slasher. La saison 8 Apocalypse était assez moyenne et la saison 7 Culte s'écroulait complètement sur sa deuxième partie de saison parce que ça partait dans tous les sens. Du coup, je trouve que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une bonne saison d'American Horror Story. Pour moi, la dernière très bonne saison d'American Horror Story, c'était la saison 6, Roanoke. Et du coup, je trouve que cette saison 10 est plutôt sympa. J'ai bien aimé le cast, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai aimé l'histoire avec cette gélule noire et du coup, le fait d'être un artiste ou pas...
en fonction de ses capacités, enfin que cette gélule révèle en fait si on avait des capacités artistiques ou pas en soi. J'ai trouvé ça très intéressant et franchement je me suis pas ennuyé. Je trouve que 6 épisodes, parce que je crois qu'elle faisait 6 épisodes, ça se tenait, voilà, ça s'est pas écroulé comme ce qui peut souvent arriver avec les séries Ryan Murphy. La deuxième partie sur les extraterrestres était un petit peu plus faiblarde à mon sens, mais elle n'était pas non plus déplaisante. Bon, alors après, oui, c'est un petit peu what the fuck avec les mecs qui tombent enceintes, mais j'ai pas trouvé ça, ça m'a pas dérangé, ça m'a pas empêché d'entrer dans l'histoire, et j'ai vraiment apprécié cette saison 10. C'est pas la meilleure saison d'American Horror Story, mais c'est pas non plus la pire. Donc voilà, je pense qu'elle mérite sa place en 11e position de Stop. En 10e place, nous allons revenir sur une nouveauté Disney+. Il s'agit de Sur Ordre de Dieu, avec Andrew Garfield, qui est donc mon acteur préféré. Comme quoi, hein, je suis quand même objectif, je ne l'ai pas mis en première position simplement parce qu'il est dedans. Mais non, c'est une très bonne série. Andrew Garfield joue bien sûr très très bien, enfin c'est un excellent acteur. Pas besoin de revenir là-dessus. L'histoire est absolument intéressante. Pour moi, ce qui l'empêche d'être plus haut, c'est que en fait, c'est décousu. On fait sans arrêt des allers-retours entre le passé et le présent. Et du coup, je trouve que ça gêne un petit peu à la construction, au fait de s'approprier l'histoire, parce qu'il y a quand même beaucoup de protagonistes, il y a quand même beaucoup d'interactions entre eux, etc. Donc, faut vraiment faut s'accrocher quand même pour suivre. Après, ça reste de qualité, la mise en scène est de qualité, les acteurs jouent tous très bien, l'histoire est très intéressante à suivre. On est vraiment dans la veine d'un trou détective. Voilà, c'est pas une série où il va y avoir des meurtres à droite à gauche, des rebondissements. Il y a des rebondissements, mais c'est une série qui se savoure sur le temps, en fait, sur la durée. Et du coup, elle est très réussie. Et pour moi, déjà avec Sur Ordre de Dieu, on attaque vraiment le haut du panier des tops, quoi. Enfin, il y a vraiment un fossé entre les trois top que je vous ai donné, Chucky, Lost Sony, American Horror Story et Sur Ordre de Dieu. Là, on tombe vraiment sur des très très bonnes séries. En 9e place, on va parler d'une série nouveauté Netflix, on va parler de Dahmer. Moi, Dahmer, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était, en termes d'ambiance, vraiment très travaillé, c'est poisseux, c'est effrayant, c'est dégoûtant, c'est pas gore, mais c'est vraiment malaisant en fait. Hein. C'est vraiment pas gore. On voit rien de gore. Il y a pas de. Justement, c'est ça qui est bien, c'est que Ryan Murphy a évité cette surenchère. Le contexte de son histoire aurait pu l'amener à tomber dans ses travers. Et en fait, il a évité ça vraiment avec beaucoup de classe. Et je trouve qu'il reconstitue vraiment, il reconstitue vraiment l'histoire de manière excellente. Il donne la parole aux victimes. Je pense notamment avec l'épisode sur le sourd, où Dahmer va rencontrer un personnage sourd. C'est vraiment un épisode bouleversant, qui est super touchant, enfin j'adore. Et après, ceux qui disent que c'est donner du crédit, c'est de justifier les actes d'un monstre pour qu'on éprouve de la sympathie, non, on n'éprouve pas de la sympathie envers Dahmer, mais par contre je trouve justement intéressant de voir en fait, enfin en tout cas d'essayer de tenter une approche de l'enfance de Dahmer pour nous expliquer pourquoi il est devenu monstre. Parce qu'un être humain, en fait, à mon sens, ne naît pas monstre, il le devient. Et donc, du coup, pour moi, ça ne justifie pas les actes de Dahmer, mais en tout cas, je trouve intéressant d'essayer de donner un back-off à ce tueur en série et de voir un petit peu son parcours, son évolution. Et voilà, moi j'ai trouvé que Dahmer était vraiment une excellente série. Le seul bémol que je pourrais mettre, c'est pareil, c'est que je pense qu'on aurait pu enlever peut-être un ou deux épisodes. À la fin, je trouvais que ça s'étirait en longueur et qu'il n'y avait plus forcément grand chose à raconter. Mais ça n'enlève rien au fait que ça reste une excellente série. Et j'ai hâte de voir la saison 2. Je ne sais pas sur quel tueur en série Ryan Murphy va partir, mais il y aura bien une saison 2 parce que du coup, ça s'appelle Monster Dahmer. Et donc la saison 2 s'appellera Monster et plus le nom du tueur en série qu'il aura choisi. Et j'ai vraiment hâte de voir cette saison 2. En 8e position, il s'agira d'un rattrapage HBO. Il s'agit de la série Frères d'armes. Donc Frères d'armes, de mémoire, c'est Steven Spielberg et Tom Hanks qui sont à la réalisation. C'est vraiment une merveille. Enfin, franchement, on est complètement immergé dans la guerre. Les acteurs sont géniaux. La mise en scène, c'est pareil, c'est excellent, s'y croirait. Enfin bon, de toute manière, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Quand on a vu Le Soldat Ryan, on sait que c'est, de mémoire, je crois que c'est un projet qui a suivi Le Soldat Ryan très très rapidement. Voilà, Le Soldat Ryan, même si en termes de mise en scène, voilà, c'est époustouflant. La reconstitution du débarquement est juste extraordinaire. Et là, du coup, Spielberg et Tom Hanks ont fait un travail de fou sur Frères d'armes, et c'est vraiment une excellente série.
Moi, je me suis pas ennuyé devant et j'ai hâte de regarder justement la deuxième série qui là va se concentrer sur ce qui se passait dans le Pacifique et qui justement s'appelle The Pacific. Donc, mais ça, je pense que je la rattraperai cette année. Donc, frère d'art, 8ème position, tu peux y aller les yeux fermés, c'est excellent. En 7ème place, nous allons arriver sur une. Alors, je sais pas si c'est sorti en 2022 ou 2021, j'ai un doute. Donc, on va dire nouveauté rattrapage dans ce cas. Et ce sera Squid Game. Donc, Squid Game, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Je trouve que l'esthétique est très bien. L'histoire est très intéressante. Il y a pas mal de messages de société qui sont donnés dedans. C'est pas forcément fait au chausse-pied. Je trouve que c'est plutôt bien amené en plus. Le seul bémol en fait que j'ai avec Squid Game, c'est certains jeux d'acteurs, notamment, alors excusez-moi mais les noms je les ai plus du tout, mais il y a une brune qui va passer très très vite du côté des méchants et je trouve que dans son jeu elle surjoue tout le temps et elle m'a sorti souvent un petit peu de la série. Mais sinon après j'ai quand même réussi à re-rentrer dedans du fait de l'ambiance, du fait des messages, etc. Et j'ai vraiment hâte de voir la saison 2, vraiment. Je sais pas si c'est une série qui va pouvoir avoir quelque chose à raconter sur le long terme. Je pense qu'une saison 2, il y a peut-être encore quelques trucs à dire, mais je trouvais que c'était très soigné. Et d'ailleurs, ça me donne envie de la regarder, mais Squid Game était vraiment une grosse réussite pour moi de l'année 2022. En 6ème position, nous allons venir sur un rattrapage, je crois. Il s'agit de It's a Sin, c'est une série de Russell T. Davies. Donc c'est celui qui a fait notamment certaines saisons de Doctor Who et qui a aussi fait l'excellente série Years and Years dont j'ai déjà parlé ici. Donc là, il s'attaque aux années SIDA. Donc c'est une période bien sûr qu'on connaît beaucoup, qui a beaucoup été exploitée au cinéma, en série, etc. Donc on pourrait se dire que qu'est-ce qu'il va pouvoir raconter de plus, est-ce qu'il va pouvoir attacher le spectateur. Et en fait moi je trouve les personnages très attachants, l'ambiance est plutôt bien travaillée, c'est touchant. Voilà, je trouve que c'est une série qui se tient bien. En plus, elle est courte de mémoire. Je crois qu'il y a 6-7 épisodes, donc ça se regarde assez facilement. C'est un moment plutôt agréable. On pleure devant, on est touché par les personnages, par ce qu'ils vivent, par ce à quoi ils sont confrontés. J'aime beaucoup les séries one-shot de Russell T. Davies. Franchement, Years and Years était vraiment une série coup de poing. Je trouve que It's a Sin, c'est pareil, un petit peu en dessous quand même, à mon sens. Et du coup, j'espère vraiment qu'il va revenir avec une nouveauté. Je sais pas de quoi il va nous parler, mais. En tout cas, vraiment, c'est un très bon réel. En 5ème position, nous allons évoquer une nouveauté qui est sortie sur Disney+. Il s'agit de la saison 3 d'American Crime Story de Ryan Murphy, centrée sur l'affaire Monica Lewinsky. Donc moi, American Crime Story, c'est juste une de mes séries préférées de toutes celles que j'ai pu voir. Je trouve que Ryan Murphy, il a un don pour retranscrire les faits réels. Donc là, bien sûr, on est plus sur un aspect politique. Les premières saisons se sont concentrées sur des meurtres, donc O.J. Simpson, et puis il y avait quand même tout l'aspect sociétal aussi, toute la question du racisme aux États-Unis à une certaine période. Après, la saison 2 s'est centrée sur également un autre meurtre, celui du couturier Versace par Cunanan. Là, c'est pareil, ça traite aussi de l'aspect sociétal, de tout ce qui est homophobie, la représentation de l'homosexualité dans la société américaine dans les années 90. Donc c'était aussi très intéressant à suivre. Donc là, cette année, on a affaire à l'affaire Monica Lewinsky, donc il n'y a aucun meurtre dedans. Mais par contre, j'ai trouvé ça hyper intéressant à suivre parce que moi, je ne connaissais pas du tout cette affaire. Je ne savais pas toute la portée qu'elle avait eue au niveau toutes les répercussions qu'elle avait pu avoir au niveau des États-Unis. Et vraiment, c'était époustouflant, quoi. La reconstitution, le casting est vraiment 5 étoiles, que ce soit Judy Light qu'on connaît dans Madame est servie qui joue dedans, qui est excellente, Sarah Paulson qui joue le rôle de Trish, de mémoire je crois que c'est Trish, qui est aussi méconnaissable et absolument incroyable dans son rôle. Ceux qui se sont moqués du physique de celle qui interprète le rôle de Monica Lewinsky, je trouve que franchement c'est un petit peu gratuit parce qu'elle a vraiment très bien joué son rôle et je trouve qu'elle était plutôt convaincante dans le rôle de Monica Lewinsky. J'ai adoré cette saison. Alors c'est celle que j'ai peut-être le moins aimé des 3 American Crime Story, mais je vais dire, on est sur du 4 sur... Enfin, franchement, si je devais la noter, je lui mettrais un bon 4 sur 5. Donc on est sur du moins, mais quand même du moins plus quoi. Donc American Crime Story, j'ai vraiment hâte de voir le sujet que Ryan Murphy va choisir pour sa saison 4. Mais c'est vraiment une série que je te recommande fortement. Elle est courte, c'est très bien joué et franchement ça met vraiment
en avant tous les travers de la société sur certaines époques en fait de la société. Et c'est vraiment super intéressant à regarder. En quatrième position, on va encore parler de Ryan Murphy, décidément. Et cette fois, il s'agit d'un rattrapage. Il s'agit de la série Pause. Donc Pause, j'ai trouvé que c'était vraiment une série géniale. Le casting est top. En plus, ils sont hyper talentueux. Les mecs, ils chantent, ils dansent, ils jouent. Enfin, ils ont tout pour eux. Et franchement, les personnages sont hyper attachants. Et ce qui est super, c'est qu'on arrive à... Enfin, moi, pour ma part, j'ai réussi à rentrer dans deux mondes que je connaissais pas. Le monde des ballrooms. Je crois que c'était ça hein, le terme, les ballrooms en fait, où il y a des concours de danse entre guillemets avec des costumes, etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant de découvrir, je ne savais pas du tout que ça existait. Et en plus de s'attacher à un public transgenre, de voir tout ce que ce public peut rencontrer comme difficulté, je trouve que c'est rare qu'une série les expose autant, leur donne autant de visibilité. Et j'ai trouvé ça super de pouvoir rencontrer des personnages ou en couleur comme ça, de voir ce à quoi ils étaient confrontés ce à quoi ils pouvaient être confrontés, parce que même si c'est une fiction, on doute qu'ils peuvent avoir affaire à ça dans la vraie vie. Et du coup, je trouve que c'est vraiment une super bonne série et ça vaut vraiment le coup d'œil. Alors après, c'est vrai qu'au début, ça peut être un petit peu difficile d'entrer dedans. Je crois que le premier épisode, ça avait été assez chaud pour moi. Mais après, on est très très vite embarqué dedans et tout est très soigné, tout est très bon. Après, peut-être la fin de la saison 3, j'ai l'impression qu'on n'avait plus grand chose à raconter. On commençait un petit peu à tourner en rond, mais au final, la série s'est arrêtée à l'issue de cette saison 3. Donc du coup, je trouve que l'ensemble se tient très très bien et qu'elle mérite amplement sa quatrième place. En troisième position, et cette fois on aura fait le tour, ce sera la dernière série de Ryan Murphy, décidément. Pour moi, le top 3, sur la marge du podium, on va retrouver Feud. Donc Feud, c'est une mini-série qui est un rattrapage qui est apparu sur Disney+. Il s'agit en fait d'une série racontant les coulisses du tournage de Qu'est-il arrivé à Baby Jane, qui est un grand film du 7e art. Qu'est-il arrivé à Baby Jane? Si tu l'as pas vu, je te le conseille. Je ferai un jour une chronique dessus. Et donc en fait, il faut savoir que les deux têtes d'affiche de ce film se détestaient dans la vraie vie. Donc du coup, Ryan Murphy a décidé d'en faire une série en racontant en fait tout ce qui s'est passé, tout le tournage laborieux, la gestion par rapport au studio qui devait gérer les caprices de ces deux stars vedettes. C'était absolument ahurissant. Jessica Lange et Suzanne Sarandon sont juste excellentes dans leur rôle. C'est super bien tourné. Le générique, mention spéciale au générique qui est en dessin animé, qui est juste incroyable. Enfin là, franchement, Ryan Murphy, pour moi, c'est peut-être à ce jour sa meilleure série télé. Elle est courte, elle fait je crois une dizaine d'épisodes, mais même si on n'a pas vu le film, je trouve c'est un bon complément. Et après c'est vrai que je te conseille fortement de voir le film, mais si tu as vu le film, du coup je trouve hyper intéressant de voir comment tout ça s'est passé, d'avoir une vision en tout cas sur ce tournage qui a été absolument chaotique du début à la fin. Donc Feud, troisième position, c'est amplement mérité. Sur Disney+, je te conseille, fonce le voir. En deuxième position, donc il s'agit d'un rattrapage qui est apparu sur Disney+ cette année, mais qui malheureusement, je crois, n'est plus disponible sur la plateforme. Il s'agit de la série American Crime. Donc attention, pas confondre American Crime et American Crime Story. Elles sont très proches dans leur titre, mais ce n'est pas la même chose. American Crime, en fait, va vraiment se baser sur l'aspect sociétal. Il n'y a pas de... Enfin... Parce que sur American Crime Story, en fait, c'est des grosses affaires qui ont ébranlé les États-Unis qui sont traitées. O.J. Simpson, c'était une vedette du football américain, Versace, le couturier, et puis du coup Monica Lewinsky, Bill Clinton, voilà, ce sont des personnalités. American Crime, en fait, ça va plus se recentrer sur les aspects sociétals, tout ce qui va heurter notre société à notre époque. Donc le racisme, l'homophobie, l'immigration, enfin tout y passe. Donc une saison en général va traiter d'un aspect. Et ce qui est bien avec cette série, pourquoi elle est en deuxième ce qui fait qu'elle est en deuxième position, c'est qu'en fait elle ne prend jamais part. En fait, elle a l'intelligence de dépeindre le tableau sans porter de jugement en fait. Et elle nous dépeint vraiment le système qui des fois peut essayer d'aider, mais en fait qui va être emprunt à des contradictions ou alors à des problèmes de fonctionnement tout simplement. Et vraiment, je trouve que cette série, elle est vraiment très très bien jouée, elle est juste, elle te fait réfléchir, elle est très bien écrite, elle n'est pas prise de tête en plus, c'est ça, elle arrive à te faire réfléchir sans forcément te prendre la tête et c'est vraiment une réussite de bout en bout, quoi.
Et je pense notamment à la saison 2 et 3, parce que la saison 1 est un peu plus loin pour moi. Là, cette année, en 2022, j'ai regardé la saison 2 et 3. La saison 1, je l'avais regardée il y a très très longtemps, donc je l'ai plus trop en tête, donc je ne reviendrai pas trop dessus. Je sais que j'avais beaucoup aimé. Mais du coup, la saison 2, qui va parler justement de l'histoire, en fait, c'est un jeune ado qui, à l'issue d'une soirée étudiante, va dire qu'il s'est fait violer par un autre homme, enfin qu'il s'est fait violer par un homme. Et du coup, ça va aborder toute la question de l'homophobie, mais aussi toute la question du viol d'un homme sur un homme, parce que c'est très tabou dans la société. Comme, enfin, dans l'esprit des gens, en fait, un viol, c'est forcément un homme sur une femme, très souvent. Mais un homme sur un homme, les gens ont du mal à se dire pourquoi il s'est pas défendu. Et du coup, ça reste très tabou. On voit comment l'école, en fait, réagit face à cette annonce. On voit comment les familles réagissent à tout ça. On voit comment les autres étudiants réagissent aussi à cette problématique. Et ce qui est fort, c'est qu'à la fin de la saison 2, en fait, on n'a pas de réponse. Il y a le procès et on ne sait pas, en fait, si Tyler a réellement été violé ou pas. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, tous les personnages sont suffisamment attachants pour qu'on s'attache à eux. Enfin, sont suffisamment bien écrits, pardon, pour qu'on s'attache à eux. C'est-à-dire que même la supposée... comment dire, la personne qui est supposée avoir agressé en fait Tyler en fait reste attachante. On a envie de savoir, on a envie d'écouter ce qu'il a à nous dire et de démêler le vrai du faux, enfin du moins de se faire une idée de ce qui s'est passé. Et franchement, cette série elle est vraiment très bien menée, les acteurs sont excellents. Je crois qu'il y a Regina King ou Regina Hall, je sais jamais, Regina King je crois, qui a joué dans la série The Watchmen, qui est juste bluffante. Felicity Huffman, qu'on connaît en tant que Lynette dans Desperate Housewives, pareil, lors des 3 saisons, joue 3 rôles différents, elle est juste incroyable aussi. Enfin vraiment, c'est une série que je te conseille et qui est extraordinaire, quoi. Et enfin, mon top 1, la meilleure saison pour moi, parce que là du coup ça sera une saison plutôt, que j'ai vue cette année en 2022, il s'agit d'une nouveauté Prime Video, et pour moi il s'agit de la saison 3 de The Boys. J'ai kiffé, voilà, j'ai pris un plaisir, alors forcément c'est pas une série qui va s'engager, qui va raconter des tonnes de choses, voilà, mais c'est un divertissement qui est très très bien foutu, qui est très bien produit, les acteurs sont excellents. Alors bien sûr, il y a quelques questions en suspens, ou quelques incohérences peut-être qui vont pointer le bout de leur nez, je les ai déjà pointées lors de ma vidéo sur la saison 3 de The Boys, mais je trouve que, et d'ailleurs elle a réussi l'exploit de remonter parce que je trouve que la saison 2 de The Boys avait quand même un ventre mou. La saison 1 était top, la saison 2 était quand même moyenne plus, quand même, elle n'était pas mauvaise, mais on sentait une baisse de qualité, et je trouve que la saison 3, elle t'embarque direct en fait. Dès les premières secondes, t'es prise dedans, tu suis les enjeux, et vraiment, elle est top quoi. Elle est hyper bien réalisée, très bien faite. On a un antagoniste vraiment qui te fait flipper à chaque apparition, dans chaque scène, tu trembles quoi. Enfin, c'est pas comme Vecna dans Stranger Things, qui est un méchant carton, je trouve. Là, vraiment, le Homelander, il est absolument effrayant en fait. T'aimerais pas te retrouver en face de lui parce que tu sais pas ce qui peut t'arriver quoi, très clairement. Et donc je trouve que The Boys saison 3 est vraiment une très grosse réussite. J'ai hâte de découvrir la saison 4 et j'ai hâte aussi de découvrir la série Gen V, qui va être une série spin-off de cet univers. Je pense que ça va être une vraie réussite et j'ai vraiment hâte d'embarquer dans cette histoire. Et aussi, petite mention spéciale, j'ai oublié de la mettre dans mon top des meilleures séries. Je pense qu'elle serait facilement dans le top 5. Enfin, elle se glisserait entre ceux que j'ai déjà évoqués. La saison 4 de La Servante écarlate, qui est absolument incroyable. Je trouve que c'est une série fantastique, qui est très très bien jouée, qui est très très bien mise en scène, avec une super bande son. Il y a un petit ventre, pareil, il y a une petite période de creux en saison 2. Je trouve que la saison 2 c'est la moins bonne, parce qu'il y a 2-3 épisodes qui sont bien, puis après, pouf, il y a toute une traversée du désert où il ne se passe pas grand chose, donc c'est un peu chier. Et après ça revient, et la saison 3 t'embarque, la 4 c'est pareil, tu t'ennuies pas un instant. Et j'ai vraiment hâte de voir la conclusion de mémoire, la saison 5 sera la conclusion de La Servante écarlate si je ne me trompe pas. Et j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va se finir. En tout cas c'est une série que je te conseille également fortement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de mon top flop série 2022. Après, à toi de me dire en commentaire quelles sont les séries que tu as préférées et celles que tu as détestées. Hein. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, de toute manière c'est très subjectif, les goûts et les couleurs. Je te donne rendez-vous très prochainement justement pour un top flop des films que j'ai vus en 2022. Pareil, toujours avec des rattrapages et puis des nouveautés. En attendant de te retrouver, je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je te dis à très bientôt et surtout, prends soin de toi. Bye.